Alors, on va voir les méthodes agiles. Est-ce que ça parle déjà à certains d'entre vous, les méthodes agiles? Ouais. C'est des méthodes pour faciliter. Ce sont des méthodes pour faciliter le travail en équipe et l'avancée et suivre l'avancée d'un projet tous ensemble. Mhm. Quelqu'un peut en dire plus? S'adapter au projet web. Alors, c'est pas que sur du web, hein. Non, et aussi qui va aider aussi aux développeurs d'être plus proches dans le besoin. S'ils ont besoin Ouais. Ouais, mais quand je te dis c'est pas que du web, ça peut être sur une application Oui, iOS, ouais. Android, sur ce que tu veux. Ouais. On parle surtout sur du développement. Ok? Alors, attaquons. Pourquoi on fait des méthodologies agiles? Bah alors, avant, vous saviez, le cycle traditionnel tel qu'on l'appelle, c'est-à-dire qu'on va chercher les besoins, on fait une analyse, après on fait une conception, on développe, on teste, et après on livre. On s'est rendu compte que ça posait vraiment de problèmes parce que souvent, bah, le client vous dit, après 3, 4 semaines, ou des fois des mois sur des projets qui sont très très longs, il vous dit, bah écoutez, j'aimerais modifier ça, et ça vous l'aviez pas planifié. Et donc du coup, vous vous retrouvez bête, très très bête, à devoir intégrer ces modifications sachant que vous ne les aviez pas planifiées. Donc ce qui fait que vous allez livrer votre projet en retard, votre client ne va pas être content, éventuellement vous allez payer les pénalités de retard du coup. Et donc c'est pour ça que maintenant on a tendance à partir sur des méthodos vraiment agiles. Donc comme je disais, le projet est en constante évolution et c'est surtout ce qu'on a remarqué voilà, dans l'agilité, c'est que les besoins initiaux, souvent au début, quand vous commencez vraiment une application from scratch, ça parle à tout le monde quand je dis from scratch? Non. Non. À partir de rien. Voilà, exactement, à partir de rien. Vous commencez avec un éditeur de code devant vous vierge et c'est à vous de choisir le langage, le framework éventuellement, le type de base de données, si vous faites du web, du mobile, etc. C'est ça le from scratch. Et donc souvent c'est pas très très bien défini. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait trouver un moyen de pouvoir gérer tout ça. Donc comment on fait? Eh ben, on va faire ce qu'on appelle un cycle en V. Ça c'est une autre méthode de gestion de projet. Ok. Donc vous voyez, vous avez ici l'analyse des besoins et la faisabilité. Donc là, en gros, vous allez voir votre client et vous lui demandez ce qu'il a besoin. Est-ce que c'est faisable par rapport à vos compétences? Par exemple, vous, aujourd'hui, si je vous demande de me faire un site web, vous savez le faire. Si je vous demande de me faire un site web avec transactions sécurisées en HTTPS, pour les cartes bleues, vous ne savez pas. Voilà, donc c'est ça la faisabilité. Ensuite, on a tout ce qui est spécification. Donc là, vous allez voir. Donc si par exemple, il vous dit, bah, je veux le mettre à tel endroit, je veux qu'on utilise. Il y a des clients qui peuvent imposer, par exemple, un framework, une techno, tout simplement. Après, donc là, vous n'êtes plus avec le client, vous faites tout ce qui est conception architecturale. Ça vous parle quand je dis ça? Comment? Ouais, on peut voir ça comme ça. C'est la première maquette, en gros. Donc il y a cette première maquette-là qui est faite. Et on va construire aussi tout ce qu'on appelle l'architecture d'un projet. Donc c'est-à-dire c'est comment ça va tourner par exemple. Comment tu vas faire le lien entre le back, le front, etc. Ou que ce soit entre le métier. Vous voyez ce que c'est le métier quand je dis ça? Je pense pas, hein. Le métier c'est toute la logique qui est derrière. Par exemple, prenons l'exemple Tiller System, celui que je connais le mieux. C'est une caisse enregistreuse sur iPad. Vous voyez? Donc l'application, c'est une application que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store. Mais par contre, tout ce qui est métier, tout ce qui est règles, que par exemple, peut-être qu'on va dire que le serveur numéro 1, je sais pas, Magali par exemple, serveuse 1, elle a peut-être pas le droit d'avoir les accès à tout ce qui est sortir les tickets de la journée, etc. Et tout ce métier-là, il est derrière, dans le back-end, et des fois, c'est pas en même temps que l'application. Donc c'est là qu'on va voir toute l'architecture du projet. Après, on fait tout ce qui est conception détaillée. Donc là, c'est vraiment, c'est tout petit peu avant le code. C'est là que vous allez vraiment définir tout bien comme il faut. Et après, vous développez. Ok? Et pendant ce temps-là, en fait, quand on remonte, donc vous avez les tests unitaires. Ça, c'est de vous parler maintenant. Ouais? Non? Si? Comment? Mais ils sont en train de faire sur les quêtes de Java. JavaScript, toi? JavaScript. C'est ça. Après, vous avez les tests d'intégration. Donc souvent, au niveau des tests d'intégration, en fait, le client est invité à venir tester la solution en même temps. Okay. Donc c'est-à-dire qu'il va vous lui donner un environnement où il peut les tester, s'amuser, voire même le claquer s'il faut des fois. Il faut surtout.
Et donc, c'est là que lui va vérifier que, je ne sais pas si vous avez défini que le bouton en haut à gauche, quand vous cliquez dessus, il a telle action. C'est là le client qui va aller vérifier ça. Après, vous avez les tests de validation. Donc là, les tests de validation, c'est à peu près pareil. C'est compliqué de faire la différence entre l'intégration et la validation. L'intégration, c'est par exemple, il vous dit j'ai besoin d'un bouton en haut à gauche. Si le bouton y est, il est bien intégré. Si par contre derrière il fait bien l'action, ça c'est ce qu'on va dire un test de validation. Ok ? Et après vous avez la recette. Et donc la recette, c'est ce qu'on appelle souvent les environnements de pré-prod. Ça vous parle, non ? Non ? C'est-à-dire que avant de mettre une version en production, on va mettre ça sur un environnement avant où on va les tester en situation de production, avec les mêmes serveurs, les mêmes fonctionnalités, les mêmes capacités, et comme ça on va pouvoir l'essayer à cet endroit-là. C'est mieux de faire ça 2 semaines par exemple ou une avant d'aller livrer en production, parce que c'est toujours mieux de claquer une pré-prod que de claquer la production tout court. C'est quoi du coup un environnement? Quand tu dis un environnement, c'est quoi par exemple? Par exemple en web, un environnement ça va être, je crois que chez Facebook, si tu tapes developers.facebook.com, tu as une copie parfaite de Facebook, mais en fait c'est réservé aux développeurs. Ça c'est un environnement de travail pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme une copie du site, mais pas vraiment. Ah si, Enfin, c'est exactement une du copie. site, oui, voilà. Voilà, mais c'est pour que eux puissent aller la tester en situation réelle. Ouais, Parce c'est que accessible au public en fait. Comment ? C'est pas la version accessible au public. Ça peut des fois. Des fois on ouvre. C'est pas celle qu'on utilise en tant qu'utilisateur lambda. Oui, voilà. C'est la page prototype en fait. C'est pas vraiment un prototype, quoi. C'est plutôt. C'est la page qu'on peut claquer sans conséquence, quoi. Oui, déjà, ça c'est le principe d'avoir différents environnements surtout. Et la recette, c'est. Comment je vais vous expliquer ça comme il faut sans vous le faire en anglais ? Première version publique. Comment ? Une première version publique. Non, c'est parce que quand tu dis une première version publique, tu penses à la bêta ? Ouais. Non, pas du tout. C'est comme pour les voitures, on va refaire une deuxième voiture pour faire les tests, les crash tests, Ça, on peut voir ça comme ça. On peut voir l'analogie comme ça avec les voitures. C'est mieux, c'est plus clair ? Ok, ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelait le cycle en V. Donc c'est une autre méthode de gestion de projet. Maintenant, on va parler d'agilité. Donc, il y a l'Agile Manifesto qui a été écrit en 2001. Je ne vais pas vous le projeter là parce qu'il est très long. Vous pouvez aller sur Google et taper Agile Manifesto, vous allez le trouver très très rapidement. Donc, c'est 17 experts du développement qui se sont mis dedans et qui se sont dit on va essayer d'écrire des règles, des processus qu'il faudrait suivre pour avoir une équipe agile. Donc on en a cité 3, donc le créateur c'est Ken Schwaber, donc lui c'est lui qui a vraiment créé la méthode Scrum, et ensuite le créateur du wiki, donc Ward Cunningham, et Ken Beck c'est le père de l'extreme programming. Ça vous parle l'extreme programming ? Quand j'ai vu ta tête, j'ai mieux compris. Non ? L'extreme programming, c'est-à-dire qu'on va aller tendance à aller brute forcer son code. On va le pousser dans ses retranchements, de sorte à ce que normalement il claque complètement, donc votre site est complètement hors service. Mais en fait, quand on fait de l'extreme programming, le but c'est qu'il ne claque pas. Ok ? Donc il y a 4 valeurs et 12 principes fondateurs là-dedans. Mais je pense que si vous avez déjà un peu avancé dans vos quêtes, vous avez déjà dû en voir un peu tout ça. Mais je vous invite à le lire, vraiment. C'est long, fastidieux. Il y a un micro, mais je ne devrais pas le dire, chiant à lire. Mais une fois que vous avez bien tout lu et que vous avez commencé à le comprendre, vous allez voir que pour une équipe de développement et toutes les personnes qui vont avec aussi l'équipe de développement, donc toute l'équipe agile, c'est vraiment beaucoup plus simple de travailler ensemble et pour le client. Donc, on va aller voir la doc de Scrum. Les 4 grandes valeurs de Scrum. Donc la première, c'est l'équipe. Obligatoirement. Vous avez toute une équipe derrière une application. D'accord ? Donc vous pouvez avoir les développeurs, les Scrum Masters, les Product Owners, les CPO, c'est Chief Product Officer, donc c'est vraiment le chef du produit. Je ne vous détaille pas ça maintenant, parce que c'est un peu plus tard dans le PowerPoint. Donc le but, c'est de faire en sorte que toute cette équipe-là arrive à travailler ensemble, main dans la main, pour un objectif final qui est livrer une application pour le client, avec les désirs et volontés du client. Ensuite, la deuxième valeur, évidemment, c'est ce qu'on développe.
donc c'est l'application. Donc le but, c'est quelque chose qui fonctionne et qui est documenté. C'est très 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 important. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, selon vous, c'est important de documenter son code? Qu'il puisse être modifié par d'autres personnes plus tard pour que l'équipe comprenne comment ça fonctionne. En tout cas, s'il y a des modifications à faire et qu'on n'est pas là, on n'est plus dans l'entreprise, je ne sais pas, que quelqu'un puisse reprendre notre travail et sans avoir à tout analyser dans le détail pour comprendre comment ça fonctionne. C'est une raison, effectivement. Vous en connaissez d'autres? Ouais. Aussi c'est utile aussi pour soi-même, pour pas se perdre, pour se repérer sur ce qu'on fait. Si on met longtemps, par exemple, à faire un projet, ça permet de ne pas se perdre, quoi. Je dirais oui et non, parce que souvent quand c'est toi qui développes, tu sais toujours ce que tu as fait, même si c'était il y a 3 ans. Si c'est long, par exemple, ou plusieurs semaines, ça peut arriver de pas se... Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, peut-être, quoi. Ça peut aider, effectivement, ouais. Toujours avoir, c'est comme avoir une notice, il faut toujours avoir la notice de son fonctionnement pour soit être modifié ou soit pouvoir déjà s'en servir. Ouais. Pour donner, par exemple, si on a apporté une modification pour corriger un bug, dire quel bug a été corrigé. Ouais. Il y en a une principale. Et Xavier vous en a parlé, Xavier Goucher, quand il est venu à la masterclass. C'est une blague, peut-être que si quelqu'un était malade, genre pendant que je connais ça, qu'on arrive, on puisse comprendre ce qui se passe en fait. Quand il n'y en a qu'un qui code, et que cette personne-là, par exemple, vous donnez une fonctionnalité, n'importe quoi, on reprend l'exemple Facebook, vous dites, je sais pas, on va dire Aline, elle va développer Messenger. Elle développe Messenger, et puis elle se barre de la boîte. Si elle n'a pas documenté son code, bah vous allez déjà prendre 3 voire 4 semaines à comprendre comment ça marche. Juste à comprendre comment ça marche. Après, il va falloir comprendre le code, ce qu'il fait. Donc ce qui fait que déjà, si vous documentez rien, le mec qui arrive derrière vous, bah, il est facile, 1 mois, voire 1 mois et demi, tout seul, devant son écran, à essayer de comprendre des choses. Et il peut poser de questions à personne, parce que le seul et unique propriétaire du code qui l'a développé n'est plus là. Donc c'est aussi pour ça qu'on documente. Ensuite, le 4e grande valeur, donc c'est la collaboration. C'est ce que je disais. On essaye de faire rentrer le client au plus possible dans l'équipe de développement. Je ne dis pas que le client à la fin devient dev. Hein. C'est pas du tout ça que je veux vous dire. Mais c'est qu'il soit plus en interaction avec le client, avec l'équipe de développement, pardon. Qu'il soit plus souvent présent, qu'il donne ses avis, ses retours, ses axes d'amélioration, etc. Et donc, comme ça permet de négocier le contrat beaucoup plus simplement. Si par exemple, votre client est vous passez 3-4 jours avec lui à vraiment qu'il vous explique tout, etc. Du coup, vous avez un contrat qui est beaucoup plus précis, sur lequel vous pouvez travailler, et donc vous pouvez facturer de la meilleure façon possible. Et la dernière, c'est ce que je disais, l'intégration du changement. Vous voyez de quoi on parle dans l'intégration du changement? Vous avez des exemples de ce qu'on peut dire dans l'intégration du changement? Il y en a plein. La modification va demander le client en cours de projet, en fait. On ne soit pas dit, ça sera à la fin. On va s'adapter tout de suite à cette demande, mettre en priorité. Par exemple? S'il veut une fonctionnalité supplémentaire en cours de route, qu'on puisse l'intégrer plus facilement sans perdre de temps et tout refaire. Et au fur et à mesure. Par exemple, au fur et à mesure, c'est surtout ça. Et par itération. Ouais. À croire que tu as déjà lu mon PowerPoint. Non, je connais ça. Bon, alors ça va. Il a déjà fait des formations. Non, mais des fois, il y a des trucs qu'on ne pense pas dans une équipe de développement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va développer une fonctionnalité, l'autre qui en développe une autre, et puis à un moment, les deux doivent se rejoindre. Puis vous vous rendez compte que quand vous en avez une qui exploite l'autre, ça plante tout. Et des fois, vous allez mettre 3 voire 4 jours à résoudre ce problème-là. Sauf que vous, sur votre axe, sur votre planning, vous n'allez pas planifier que vous allez avoir 3 devs qui allaient être de côté, parce qu'ils doivent mettre 3 voire 4 jours à débugger quelque chose. Donc ça, il faut toujours le prendre en compte. On dit souvent dans l'informatique, le principal problème se situe entre le clavier et la chaise. Si vous voyez de quoi je parle. Fabrice, voyez. Ok? Donc c'est pour ça, on essaie de favoriser, de s'adapter, plutôt que de suivre un plan qui est vraiment établi, figé, fixé, qu'on ne peut plus toucher. On essaie vraiment de s'adapter. Donc, pour le développement agile, donc, on parle de développement agile ou aussi d'adaptatif. C'est ce que je disais, on va s'adapter
par rapport aux demandes du client, par rapport à ce qui peut arriver ou ce qui va arriver, tout simplement. Donc, comme disait Monsieur Richard, c'est des cycles de projets qui sont itératifs et incrémentaux. C'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs événements qu'on va reproduire toutes les X semaines, X mois. C'est très rare qu'on aille au-dessus des événements qui se reproduisent tous les mois. Sinon, dans ce cas-là, on n'est plus dans l'agilité du tout et on revient sur un plan figé et brut de décoffrage. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout ce qui est ce qu'ils appellent l'autonomie des ressources humaines. J'ai horreur de dire ça, je trouve ça très très moche, mais je parle plutôt des différentes étapes de validation, par exemple. Vous avez la spécification. Donc, si vous avez compris, la spécification, c'est ce que demande le client, effectivement. Ensuite, la production. Ouais, la phase de développement, effectivement. Le test, ça porte son nom. C'est quand vous allez tester. Vous avez plusieurs cycles de tests. Vous avez des tests automatiques, par exemple, comme vous avez fait avec vos quêtes sur Travis, avec Travis. Ça, c'est des outils de test que toutes les boîtes se servent maintenant. Ça, déjà, c'est un premier truc qui est fait comme ça. Après, vous avez toujours le test humain derrière. Et après, vous avez le test client. Et une fois que ces trois étapes-là sont passées, on arrive à la validation. Et là, on va pouvoir dire, OK, cette version-là, elle est bonne, on la balance en production. D'accord ? Et donc, c'est pour ça, en fait, on fait des livraisons fréquentes et de l'intégration continue. Est-ce que, quand je dis intégration continue, je parle chinois ou ça vous cause ? Je savais que ça allait être dur, ce cours avec vous. Non ? Intégration continue ? Ça veut dire qu'on ne s'arrête jamais de... On s'arrête jamais, en fait. On prévoit toujours qu'on va rajouter des choses. C'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, par exemple, je ne sais pas, vous êtes une équipe, il y a 25 devs. Par exemple, il y a 25 devs, vous dites, OK, on fait des équipes de 3. Souvent, on fait ça. On essaie de mettre, c'est bête à dire, mais un back, si on parle que du web, on va dire un back, un front, et un mec qui fait un peu des deux. Donc, vous faites des équipes de 3, ce qui fait que vous allez pouvoir faire plusieurs fonctionnalités en même temps. Et au lieu de dire, OK, quand toutes mes équipes ont fini toutes les fonctionnalités, on fait un gros package, on teste ça, et après, si c'est bon, on balance en prod. Ça, c'est la plus grosse bêtise que vous allez pouvoir faire. Parce que si ça pète, c'est catastrophique pour vous. Et potentiellement, sur des applications gratuites, c'est pas dérangeant. Mais si vous travaillez sur des choses où il y a un vrai business derrière, par exemple, Tiller, les sociétés de caisses enregistreuses, imaginez qu'un jour, on balance une version et on a 17 000 restaurateurs en France qui ne peuvent plus utiliser leur caisse pendant 2 services. Je pense que là, on serait tué. Clairement. Et donc, c'est pour ça, dès que quelqu'un a fini sa fonctionnalité, on la teste, on la recette. Et si c'est bon, on va la déployer tout de suite. D'accord ? Et ce qui fait, ça permet aussi une chose, c'est que si vous vous rendez compte, parce que l'erreur est humaine, malheureusement, des fois, vous allez vous rendre compte qu'en faisant les tests, en faisant les validations, en faisant le recettage, vous mettez en prod et vous avez l'utilisateur qui a pensé au cas que vous n'avez pas du tout géré et pof, fatale erreur. Et bien là, en fait, vous pouvez revenir très vite à la version d'avant. C'est ça l'intégration continue. C'est-à-dire qu'en cas de problème, vous pouvez revenir en arrière. Très rapidement et très simplement surtout. Alors que si vous pondez, je ne sais pas, 7 fonctionnalités le même jour, que vous balancez tout en production à ce moment-là, sur vraiment des grosses features, bah, quand vous envoyez en prod, déjà, il faut savoir quelle est la fonctionnalité qui a tout planté. Donc déjà, vous avez un travail de recherche. Et puis après, il faut tout enlever de la production. Donc des fois, vous avez rajouté des tables sur votre base de données, etc. Donc il faut tout effacer. Et des fois, juste le cycle pour revenir en arrière, ça peut durer 3 voire 4 heures. Donc c'est pour ça qu'on préfère livrer petit bout par petit bout, un peu comme un puzzle, je vous dirais bien. Vous mettez chaque pièce par chaque pièce. Vous n'allez jamais en coller 15 contre 15. Quoi. C'est très rare que les gens fassent ça. C'est clair ? Je peux avancer ? Je sais que ça va être dur ce cours-là, c'est des nouvelles notions. J'ai entendu au daily ce matin que ça n'allait pas plaire à tout le monde, je suis d'accord. Mais malheureusement, toutes les boîtes de dev maintenant utilisent la méthode agile. Donc il va falloir vous adapter à ça aussi. Et vous allez voir qu'on est déjà agile, nous, à la White Code School. Donc si on fait une différence entre le Scrum et le traditionnel. Vous voyez ici, avec mon petit pointeur là, ça c'est le Scrum. C'est ce qui se passe.
Alors que quand vous faites avec un cahier des charges défini, bah, souvent c'est linéaire et on y va. Sauf que vous vous rendez compte que quand vous avez quelque chose qui est fixé depuis, je ne sais pas si vous bossez sur un très gros projet où vous avez 8 mois de développement, souvent en 8 mois le client il change 12 fois d'avis. Et encore 12, je suis gentil. Et donc quand vous allez livrer ce qu'il avait demandé au tout début, bah, vous allez livrer un truc qui lui convient pas du tout. Et là c'est un risque à ce que votre société ne se fasse pas payer par le client parce qu'il va vous regarder, il va vous dire bah non, j'ai jamais demandé ça, etc. Et vous n'avez pas pris en compte son avis au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous voyez, on va faire des sprints. Donc ça, je vais vous expliquer après ce que c'est. Mais c'est ça les itérations que parlait Richard tout à l'heure. Donc vous avez plusieurs itérations. Et vous voyez, la première, souvent, elle est descendante. Mais c'est après que vous allez monter en puissance très 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 rapidement. D'accord? Et à la fin, vous allez vraiment produire et donner au client le produit qu'il veut et surtout ce qu'il a besoin. D'accord? Et bien souvent en fait la première c'est tu vas tout définir, vraiment absolument tout. Donc c'est là que tu perds du temps parce que dans ce cas-là tu n'as même pas d'équipe qui commence à développer. Tu es plutôt avec ton client, etc. À voir comment on peut adapter. Est-ce que maintenant les développeurs dans l'agilité sont vraiment force de proposition? Avant, il y a, allez, on va dire il y a 15-20 ans, vous arriviez sur un projet avec un cahier des charges, le client disait ok je veux ça, 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 ça. Si le dev, vous en tant que développeur, vous allez voir un client en disant ah j'ai peut-être une meilleure idée, il faudrait faire ça, je suis désolé du terme, mais le client il dit j'en ai rien à foutre, c'est moi le client, tu fais ce que je te demande. Voilà. Alors que là maintenant, avec vraiment l'agilité, vous perdez du temps au début à comprendre ce que veut le client, à essayer de faire au mieux pour lui, sauf qu'après ce temps-là, vous allez le gagner sur tous les sprints. Et à la fin, vous délivrez vraiment le produit final et ce dont le client a besoin. Parce qu'on parle souvent d'un produit, il y a trois types de... Enfin, sur un produit, il peut avoir trois phases. Il y a soit ce que le client veut, soit ce que le client ne veut absolument pas, ou soit ce qui peut suffire au client. Est-ce que vous voyez la différence entre les trois? Ouais. Donc ce qui pourrait lui suffire, c'est que ça fait le job, mais pour lui, c'est pas encore au top du top, quoi. Et souvent, la plupart des startups meurent. En fait, celles qui meurent, pourquoi? Parce qu'elles ont foncé tête baissée, dans un truc en se disant c'est pas grave, je pense on doit faire comme ça, machin, etc. Puis vous vous rendez compte à la fin qu'elles sont carrément trompées et il n'y a personne sur leurs applications. Ils ont fait des levées de fonds qu'ils n'arrivent pas à rembourser. Et c'est à ce moment-là que les startups disent ciao, on va mettre la clé sous la porte, quoi. Ok? Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le tableau d'Agile Value Delivery. Qui est... Non, je ne vais pas demander à Victor, il est bon en anglais. Qui va pouvoir nous traduire ça? Les trois mots du haut. Je vais vous faire de l'anglais en même temps. Comment? Les valeurs livrées agiles. Enfin, les valeurs agiles livrées. Victor, tu dirais quoi toi? Livraison de valeurs agiles. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Je voulais te mettre un petit doute. Au début, j'allais dire reculer pour mieux sauter. Bah, si tu regardes la courbe des risques, c'est un peu ça, hein. Ouais, ça représente bien l'expression quand même. C'est vraiment, tu perds du temps au début, mais après, C'est exactement ça. C'est ce que je vous montrais sur les sprints tout à l'heure avec la flèche violette, vous voyez, qui commençait par descendre en bas, sauf qu'après remonter en puissance, comparément à cette ligne rouge qui arrivait où on ne voulait absolument pas arriver en fait. Vous voyez qu'au début, bon, comme tous les projets, au début il n'y a pas de risque, il n'y a pas de valeur sur le produit. C'est logique, il n'y a rien, à part une bonne page blanche sur votre éditeur de code. Et dès que vous allez commencer, vous allez avoir un risque énorme qui va arriver tout de suite. Donc là, ce que vous voyez ici, vous voyez là chaque petit rectangle comme ça, c'est les nombres d'itérations, donc un sprint. Donc souvent, au premier sprint, vous avez ajouté beaucoup de valeurs, mais il y a un très grand risque à faire ça. C'est ce que je dis, vous allez vous motiver à pondre beaucoup de features, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses que le client a besoin très rapidement pour avoir déjà une première base. Mais si vous faites ça très rapidement, c'est très risqué de le faire aussi. Sauf qu'après, vous allez un peu poser l'affaire, réfléchir un peu plus sérieusement, prendre un peu plus de temps pour développer, pour concevoir le produit surtout, l'architecture aussi. Et donc vous allez y aller tout doucement sur la valeur.
Sauf qu'en y allant tout doucement, bah, du coup, le risque descend très 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 rapidement. Et ce qui fait qu'à la fin, vous avez un produit qui a une très très grande valeur pour le client et qui, au niveau risque, n'a plus rien. Parce que votre produit, à chaque sprint, vous le testez, vous vérifiez qu'il marche bien, vous demandez aux clients ce qu'ils en pensent, vous demandez des retours clients, est-ce que c'est utile? Des fois, vous allez penser que vous dites « Oh, je vais développer ça », c'est parti, vous y mettez, il y a quoi? Vous dites « Allez, il y a 4 heures de boulot », vous vous rendez compte qu'en fait, le client, il n'en a rien à péter, il s'en servira jamais de ce que vous avez fait. Mais bon. Et puis des fois, vous avez aussi des choses qui vous prennent 1 heure à faire et qui réduit la durée de... Comment vous expliquer ça? Qui réduit la durée pour le client, en fait, qui facilite son utilisation pour une toute petite fonctionnalité. Parce que les développeurs sont vraiment force de proposition dans l'agilité. Ça va jusque-là? Ouais, vous avez des... C'est le risque que ça ne corresponde pas, en fait, c'est ça? Comment? C'est le risque que ça ne corresponde pas aux attentes d'un client. Ici? Ouais, la courbe. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vu que tu vas beaucoup moins vite, du coup, le client, il a le temps de se retourner plus rapidement. C'est ce que je dis, tu lui ponds 5 features en même temps, si les 5 sont fausses, bah tu t'es planté. Complètement. Alors que si tu les ponds petit à petit, et qu'au début, tu te dis, bah non, ça c'est pas utile, dans ce cas-là, tu te dis, bon, attends, on va recauser 5 minutes, tu te rassois, tu te mets 2 heures autour d'une table avec lui, il te explique bien ce qu'il a besoin, etc. Bah là, à ce moment-là, tu te dis, ok, il est encore temps de corriger le tir. Et là, tu corriges ton tir. Ok? Et qui c'est en fait qui est chargé d'assister aux réunions clients? J'imagine que toute l'équipe n'est pas conviée. Enfin, s'il y a une grosse équipe de dev, etc., ça se passe comment du coup? Je te répondrai dans plusieurs slides derrière celle-ci. Ok. Ok, on verra après le rôle de chacun. Ok. Il y a plusieurs personnes, il y a l'équipe de Ouais. dev, il y en a d'autres, Ouais. qui eux sont là pour ça en fait. C'est très 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 rare que les développeurs aillent directement Ouais, voilà. voir le client. Mais par contre, ils y vont quand même, Ouais. de temps en temps, prendre la température pour eux. Parce que le problème dans l'agilité, c'est que souvent le client, enfin le dev se rend compte qu'il développe plus pour lui que pour le client. Et quand on arrive à ce point-là, il faut que tu envoies 1, 2 devs sur le terrain, voir, comprendre et mieux analyser le truc. Ok? On continue? Allez. Donc, agile, qu'est-ce que c'est, à vrai dire? Donc, c'est un cadre de processus dédié à la gestion de projets complexes. C'est super léger, c'est super simple à comprendre, mais c'est une tanasse monumentale à maîtriser et à appliquer vraiment très sérieusement. Vraiment. Je sais pas si... Pascal, tu fais de l'agilité toi à ton boulot? Vous êtes agile vous? On a fait du Scrum? Scrum, ouais. Et tu penses que tu es agile aujourd'hui? Je sais pas. Voilà, vous avez l'exemple même, difficile à maîtriser. J'ai un peu oublié ce truc-là, je t'avoue. Viens t'asseoir. Hein? Viens t'asseoir avec nous. Ouais, j'avance. Oui. Ouais, c'est vrai, il a pas tort. Si tu avances trop vite, tu vas te planter et donc tu n'es plus agile. C'est pour ça. Bien Richard, commence à comprendre. Mais je te dis, en même temps, simple à comprendre. Donc, ça a été créé surtout dû à l'expérience donc de ces fondateurs au début de la méthode Scrum, en fait, se sont rendus compte que souvent, la plupart des projets sur lesquels ils travaillaient, on va dire peut-être 3 coups sur 4, ça allait droit dans le mur. Pas un autre mot. Donc ils se sont dit, on va essayer de prendre toute cette expérience-là, parce que souvent, c'est avec l'échec qu'on apprend le mieux. Je pense que vous êtes bien placé ici pour savoir ça. Et donc, c'est avec toute cette expérience-là qu'ils se sont dit, ok, on va essayer de voir pourquoi on était en échec, comment on a fait pour le résoudre, et comment on peut faire maintenant pour arriver à avoir une structure de travail qui, justement, permet d'éviter de s'en rapprocher trop à vraiment l'échec total. Donc, il y a eu des prémices antérieures aux méthodes agiles dans les années 90.
Je vais même pas vous les expliquer pour la seule unique et bonne raison que je les connais pas. Je préfère être franc avec vous. Mais par contre, la première agilité qu'on a retrouvée, c'est dans le rugby. Je sais pas, vous êtes un peu amateur de rugby ici? Ouais. Donc, si tu nous expliques un peu au rugby comment il marche. Ils se font la passe à 15 pour avancer. On met la passe en arrière. Donc, collectif. Collectif, ouais. Ensuite, Passe en arrière. Il y a une structure à former pour pouvoir essayer de passer. De toute il y a une façon. structure, effectivement. Il y a quoi d'autre dans le rugby? Une passe en arrière pour aller de l'avant. Non, mais c'est vrai en plus. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais Bah, bon, oui, mais je sais pas. C'est propre au rugby en fait. ça c'est juste une règle. Ça a pas trop. Tu parles par rapport au premier sprint qui est descendu, Ouais, c'est je sais ça? pas, ouais, ça aurait pu être. Pas vraiment. Recul. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans le rugby? Bah, il y a un objectif d'arriver à la ligne. Ils ont tous Deadline, les mêmes quoi. objectifs. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit d'autre? Les mêlées. Et la mêlée, qu'est-ce que c'est? Un gros bordel. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris. La mêlée, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une force. Ouais, mais c'est surtout quoi? Un Il y mélange a de deux. une force d'équipe Ouais, qui viennent. Bah, c'est le groupe qui avance sur c'est ça. Mais c'est grâce à quoi ça? Une cohésion. La cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe, et surtout grâce collaboration. au soutien, je pense. Je pense que si vous mettez que la première ligne face aux 15 des adversaires, tu vas bonsoir, ça tombe. Alors que tous ensemble, ils arrivent vraiment à avancer. Et ils y arrivent. D'accord? Et donc on voit, approche itérative et incrémentale, ça c'est pareil, on le retrouve au rugby. Hein. Qu'est-ce qu'ils font souvent quand ils n'arrivent pas à avancer? Ils bottent en touche, et puis ils recommencent. Ils recommencent, jusqu'à s'approcher de la ligne d'en but, où là ils se disent, bon allez, on a un bon coup de collier à donner, ils y vont, pof, ils marquent l'essai, c'est réglé. Non? Bon, arrivez pas en entreprise et à dire, on nous a appris qu'à la Wild, pour être agile, il faut faire du rugby. Hein. Ça marche pas. Hein. Mais vous voyez que dans le coup, vous avez des équipes, des rôles, des événements, et à tout ça, il y a leurs règles. D'accord? Ça va? Je vais vous mettre le PowerPoint après, hein, le cast et le PowerPoint sur le drive. Hein. Ça va pour tout le monde? Oui. J'ai pas perdu grand monde encore? Non? Si? Ok. Eh ben, on continue. Les événements. Comment? C'est quoi les événements? Je vais en parler. Mais est-ce que tu en connais déjà des événements en méthodologie agile? Moi, je suis sûr que tu en connais au moins 2. Moi, je suis sûr que tu en connais 2 qu'on te fait faire ici. Il y en a un que tu fais le mardi, mercredi, jeudi, et l'autre que tu fais le vendredi. Qu'est-ce qu'on fait à la Wild le mardi, mercredi, jeudi? Non, on fait pas dojo, non. On fait le daily. Daily stand-up, ça c'est un événement. Et le deuxième qu'on fait le vendredi, c'est quoi? Ouais, la rétrospective. Ça c'est un événement aussi agile. Ok? Ça je vous l'expliquerai un peu plus tard. Donc, pour que ça marche, il y a 3 grands piliers fondateurs. Ok? Le premier, c'est la transparence. Vraiment. On a tous les mêmes règles et on a tous le même langage. C'est comme ça que ça va bien avancer. Je vous laisse imaginer ici, si dans les 22 que vous êtes ici en étudiant, on en avait 22 qui parlaient une langue différente. Bon, a priori, on en a déjà un, Victor parle anglais. Mais si les 22 étudiants que vous êtes là, vous parlez dans une langue différente et que vous n'aviez pas les mêmes règles, je ne suis pas sûr qu'au jour d'aujourd'hui, vous en soyez tous au niveau que vous êtes. Non? Ce serait compliqué, on est d'accord. Donc c'est pour ça. On a tous les mêmes règles et le même langage. Et ça, on s'y tient, obligatoirement. Après, on a l'affichage global de la progression. Et Thibaut, on fait ça quand, l'affichage global de la progression? La semaine, je sais pas. À la rétro, ouais. C'est pas ce que vous nous faites, vous? Vous faites ça? Ouais, ouais, ouais. Vous faites ça? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ce que vous nous faites? Vous?
Vous nous présentez où vous en êtes. Vous nous dites sur quoi vous avez buté. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Non. Vous le dites aussi en rétro. Malheureusement, vous dites sur quoi vous avez buté, mais vous ne devriez pas trop le dire. C'est pour ça que je le dis. Mais en rétro, c'est ce que vous faites. Vous nous dites où vous en êtes, ce que vous allez faire ensuite. C'est exactement ça. C'est être transparent avec nous. Et ensuite, on a tous la même définition et accepter surtout. Parce que la définition du mot fini, on l'a tous, mais l'accepter, c'est pas la même. Il y a des gens qui vont dire j'ai fini de coder quand ça fonctionne. Par contre, les tests unitaires passent pas, les tests fonctionnels passent pas, sur le back-end ça enregistre pas, mais c'est pas grave, j'ai fini. Non, non. Donc il faut qu'on ait tous la même définition de quand on a fini, donc ce qu'on dit le done en anglais. C'est pour ça que souvent les devs, quand on fait quelque chose et qu'on a fini, on met toujours sur le chat, on met done, terminé. Ça vient de là en fait. C'est bête à dire, mais ça vient de là. Et ça, il faut vraiment s'y tenir. Ok? Que quand vous dites j'ai fini, par rapport à tout le monde, vous allez vraiment avoir fini. Ok? Ça va? Ouais? Parce que je vois les yeux qui commencent à se plisser au fur et à mesure. Mais ça va aller, c'est pas compliqué. Ensuite, vous avez tout ce qui est inspection. Donc l'inspection, c'est... Comment vous appelez ça? Par exemple, on vous donne une tâche à faire. Et après, vous avez quelqu'un, par exemple, vous vous souvenez quand Xavier parlait des pull requests, des code requests? Ouais? Ça vous cause ça? Ou faut que je rappelle ce que c'est? Il va falloir que je vous réveille. Je sais qu'un cours l'après-midi c'est dur, mais alors Scrum, je suis en train de vous endormir, j'ai l'impression. Vas-y, c'est quoi une pull request? C'est quand on fait une requête, c'est quand on fait une requête pour pouvoir modifier quelque chose auprès des autres collaborateurs, si on peut dire ça, des autres personnes qui travaillent avec nous. Pas vraiment. Si on demande aux autres développeurs s'ils peuvent accepter ou valider plus le changement qu'on veut effectuer. Exactement, c'est plutôt ça. Ouais. Pull request, c'est-à-dire que vous allez demander à envoyer votre code, et pour ça, en fait, il y a des gens qui passent, qui vont valider votre code, qui vont l'inspecter et voir. Si par exemple vous avez, je sais pas, on reprend l'exemple de Facebook, on dit à Aline de développer Messenger. Donc pour moi, si je dis à Aline, moi je suis le chef du produit, je dis à Aline tu développes Messenger, pour moi intuitivement ça veut dire elle fait les appels, elle fait le chat écrit, audio et vidéo. Si à un moment elle me fait une pull request, elle a fini le chat écrit, je dis non, c'est pas fini. L'objectif à la fin c'était de me faire Messenger en entier. Tu m'en as fait qu'un bout. Donc ça c'est l'inspection. Ok? Les inspections sont peu nombreuses, souvent c'est au niveau des pull requests que vous allez voir ça. Du moins vous en tant que dev. Je ne parle pas en tant que les autres métiers comme product owner, CPO, etc. Et elles sont faites au bon moment. Vous n'allez pas aller inspecter le code de Lynn 3 jours après qu'elle ait commencé alors qu'elle a encore 25 jours de boulot. C'est logique jusque-là. On est d'accord. Et après, vous avez surtout, et celui-là je crois que c'est le plus important des piliers, l'adaptation. Ok? Par exemple, vous allez dire, je sais pas, on reprend Messenger, Lynn me dit, pas de problème, BX, je peux te développer ça à moi toute seule en 20 jours. Je dis ok, pas de problème. Mais si elle me le fait en 22, je vais pas aller la blâmer. Ça sert à rien, je vais m'adapter. Je vais dire, bon bah ok, elle avait sous-estimé, peut-être que je peux arriver à libérer 2 autres devs à côté qui vont prendre sa petite charge de travail qu'elle devait faire. Ça sert à rien d'aller voir à la minute près à dire attention, ça va pas le faire. Bon, après on parle de limite acceptable. Si elle me dit BX, je te le fais en 20 jours et qu'elle me le pond en 3 mois, là j'admets que je vais commencer à gueuler. Et ça c'est vraiment le plus important, je pense, si vous devenez, s'il y en a qu'un que vous deviez retenir, je pense que c'est celui-là, c'est l'adaptation. Parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver sur une application. Jamais, jamais, au grand jamais. Parce que si on savait ce qu'on pouvait arriver, vous inquiétez pas, il y aurait déjà des millions de devs qui auraient codé des générateurs de code et notre métier n'existerait peut-être plus. Ça va? Ouais? Quelle heure il est? 14h40. On va continuer un peu, ça dépend ce que c'est après. Ah si, les valeurs, il faut qu'on en parle. Alors, il y a 5 valeurs.
pour la méthodologie agile. La première, focus, à balle. Ok? Vous rentrez, disons que, je sais pas, on va prendre un exemple con, vous êtes tous là, vous êtes mon équipe de dev. Moi je suis le product owner. Ok? Product owner, propriétaire du produit si vous voulez, responsable du produit, de l'application. Nous on a pour objectif, je sais pas, on s'appelle Facebook, on a pour objectif d'enrichir le produit, etc. Votre focus, avec moi, c'est de réussir tout ce qu'on a décidé de faire sur cette itération-là, donc sur ce sprint. Ok? Ça, c'est la première valeur. Vraiment. Ouais. C'est quoi la différence entre un lead dev et un chef de produit? Ah, ouais, c'est. Alors, lead développeur, si tu traduis? Le leader, comment on peut traduire ça? Le responsable du produit? Lead développeur, et où le mot product? Lead développeur, le responsable du développement. Ouais. Et Product owner. le responsable du produit. Ouais. Donc en fait, il y a le responsable du développement qui gère plusieurs chefs de produit du coup. Non, c'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse. D'accord. C'est une partie. Prenons un truc con. Etam, il connaît rien au code. Merci. Non, mais quand je dis. Prenons. Ok, je me suis mal expliqué. Prenons un exemple. Etam, il connaît rien au code, on est d'accord? Je crois que de. Mais arrête un peu. Non, mais je pense que dans la salle, ici, là, tout de suite, maintenant, c'est celui le moins qualifié. Oui, c'est vrai. Etam pourrait être le product owner. Etam pourrait dire, par exemple, on va sur Odyssey, parce qu'il voit comment ça marche. Il dit, bah écoutez, moi, je veux qu'on vous me rajoutiez une fonctionnalité, je sais pas, j'ai vu qu'il y a un nouveau truc qui est sorti sur Odyssey il n'y a pas longtemps, par exemple, c'est de noter les quêtes. Voilà. Maintenant, vous pouvez noter les quêtes. D'accord? Etam a dit, en tant que product owner, il a dit, ok, on va mettre un truc comme ça, noter les quêtes, comment ça marche, etc. Est-ce qu'on doit noter à chaque validation d'une quête? Ou est-ce qu'on note que quand la quête a été validée par les 3 autres, etc. C'est lui qui définit tout ça. Mais à aucun moment, on parle de dev. On est d'accord? À aucun moment, il a parlé de développement. Moi, je suis lead développeur sur le projet. D'accord? Donc moi, je connais le projet. Je connais la technique, vraiment pure et dure de ce projet-là. Donc je sais que le back-end est en Ruby on Rails. Je sais que le front, bah, c'est du Bootstrap. Tout ça. Pardon. Pardon. Et donc, Etam va venir me voir et puis il va me dire, bon écoute BX, j'aimerais qu'on note les quêtes. Je vais t'expliquer ce que je vois, comment je vois la chose, etc. Et puis, bah, ok, moi je vais traduire tout ça en langage vraiment technique. Donc moi après, je sais pas, disons que si on coupe, bah là tiens en milieu, il y a les backs et les fronts. Moi je vais aller je vais aller voir les backs. Et ça se trouve, tu as plusieurs niveaux de lead développeur. Moi je peux être lead développeur sur le projet. Ça se trouve, tu auras un lead côté back-end et un lead côté front-end. Moi, je vais aller voir le lead back-end, le lead front-end, je vais les prendre tous les deux, je vais leur dire, écoutez, on a un nouveau truc à faire. Je pense qu'en technique, on devrait appliquer ça, on devrait faire ça, on en parle, on en discute, on s'engueule s'il faut, c'est bête à dire, mais souvent en agile, on s'engueule. Mais c'est pour la bonne cause. Bah oui, parce que vu que le développeur est force de proposition, bah des fois, tu as le lead dev qui a beau être le mec le plus qualifié, qui a beau sortir de la plus grande entreprise d'où tu veux, ça se trouve, il n'a pas vu que tu pourrais faire ça plus simplement. Tu vois? Et donc, moi je dis, bon bah ok, on se met d'accord tous les trois, là, les deux lead dev avec moi, et puis après, c'est le lead dev back qui va aller voir ses développeurs back en disant, bah alors, par exemple, Yoran va s'occuper de tout ce qui est base de données, en back-end, ok? Le métier, c'est Brandon qui va le faire, etc. Tu vois mieux? C'est bon? D'autres questions? Je continue? Ouais, mais j'évite de m'avancer trop là-dessus, parce que sinon, je vais torcher mon PowerPoint en 1h30 et c'est pas le but. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup, je vois beaucoup de joueurs professionnels d'e-sport. En fait, c'est exactement pareil. En fait. C'est du travail d'équipe, mais sur les focalisations, en fait, ils se préparent vachement à l'avance. Ils révisent vraiment beaucoup. C'est pas ils vont juste lancer le truc et puis y aller comme ça. En fait, c'est beaucoup de préparation. Ça correspond exactement à ça. En fait. Parce qu'ils s'entraident tous entre eux. C'est un vrai travail d'équipe. En fait, c'est comme ça qu'ils seront carrément meilleurs que l'équipe qui a rien préparé qui va aller tout voir. C'est ça, exactement. Même s'ils sont meilleurs, ils arriveront quand même après parce qu'ils n'auront pas pensé au truc. Parce que eux,
Yoran, ça va ou tu fais un petit somme? Je t'ai vu la tête dans tes mains, je me suis dit, fais un petit somme. Ensuite, on a l'ouverture. Ça vous parle ça, non? Vous n'allez pas me dire que ça vous parle pas si vous lisez la définition. C'est pas exactement ce que vous faites ici. Partage du travail, des problèmes, des solutions. C'est ce qu'on a fait là pour le projet. Pas que pour le projet. Là, je vous vois sur les quêtes, c'est exactement pareil. Moi, je sais qui est en avance, etc. Je peux aller voir sur Odyssée. Et souvent, ces personnes-là, je les vois aller donner un coup de main aux uns aux autres, etc. Partage le travail, les problèmes, les solutions. Ok? Une fondamentale, c'est le respect. Et ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Hein? Je verrais mal que celui qui est le plus avancé ici, il dit non, 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 moi je garde tout pour moi parce que vous êtes que des merdes et j'arriverai à faire la formation et pas vous. Là, on n'est plus du tout dans l'agilité. Ou un peu comme Arthur qui dit je veux bien, tout va bien, et que quand on lui dit fais-nous un live coding, il n'y arrive plus. Le respect est mort à ce moment-là. Tu vas te ramasser alors quelque chose de bien. Tu vas tomber. Tout va bien. Ensuite, une fondamentale aussi, c'est le courage. Il y a des fois où vous allez voir, je sais pas, un truc à faire, ou un problème posé, ou juste des fois débugger du code, et pour vous, ça va vous paraître insurmontable. Je suis désolé de vous le dire. Je suis vraiment très désolé de vous le dire, mais il faut que vous l'acceptiez. Va falloir mettre les deux mains, les deux jambes, et des fois le corps entier dans le cambouis. Et il faut y aller. Et il faut s'attaquer à ça. Vous n'allez pas pouvoir le contourner tout le temps. Que si à un moment vous vous attaquez pas à tout ça, on va se rendre compte que vite fait, vous ne servez pas à grand chose dans l'équipe. Ok? Et la dernière, ça revient un peu sur tout ce qui est focalisation, le focus, c'est l'engagement. C'est-à-dire que tout le monde va s'engager à atteindre l'objectif du sprint. C'est-à-dire que si par exemple, on va faire un sprint de 3 semaines, je dis à Aline, on reprend Facebook, développe Messenger, elle me dit ok, elle me le fait en 2 semaines. Alors que moi, c'est le seul truc que j'avais donné sur son sprint. Par contre, elle voit que Thibaut, qui doit développer Instagram, il est en retard de 3 jours. Bah, le truc, c'est que Aline, elle va pas se dire, attendez les gars, j'ai torché mon boulot en 2 semaines, toi tu devais le faire on devait le faire en 3, moi je rentre chez moi, elle doit être pied en éventail au pied de la piscine. Hein. Ça marche pas ça. Elle va aller voir Thibaut, elle va dire bon allez, on va s'attaquer, on va finir ce sprint à temps. Pour y arriver. Parce que derrière, tout ce que vous faites en sprint, vous vous êtes engagé auprès d'une personne quand même. Et vous la connaissez cette personne? C'est le client. Exactement. Et le client, il s'en fout. Il s'en fout. Souvent, c'est malheureux à dire, le client, il s'en fout de la technique derrière. Lui, ce qu'il veut, c'est son produit qui marche et fonctionnel. Ok? Yoran, tu fais une tête en disant je comprends rien. Si, ça va? Ça va? Continue? Eh bien, avançons. Là, Richard, il est content. Il voit des trucs qui se répètent, il va dire oh, c'est itératif. C'est ce que vous avez appris pour l'entretien technique. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, l'agilité, je pourrais vous mettre que ça, et vous devriez comprendre de quoi ça parle. Ok? Donc, je vais vous l'expliquer. Ici, user story. D'après vous, ça, qu'est-ce que c'est? Ça... Comment tu dis? L'histoire de l'utilisateur. L'histoire de l'utilisateur. En traduction littérale, c'est ça? User stories. C'est ce que doit faire Les l'utilisateur. histoires. Ouais, Il doit programmer. Comment? C'est ce qu'on lui demande de faire à l'utilisateur. Non. User story, par exemple, c'est... Les expériences. C'est ce qu'il fait. Non, si je te donne un exemple, par exemple sur Facebook, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir communiquer avec mes amis. Toi, tu es trop en avance sur la quête Scrum. Toi. Voilà. Ça, c'est une user story. Afin de, effectivement, il y a cette suite-là, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail comme ça. Donc là, vous allez récupérer tout ce qu'en gros, vous allez devoir coder. Mais là, on reste dans du langage très très français. Comment? Ce que veut la personne. Ouais, ce que veut le client. Et donc après, qu'est-ce qui se passe?
Ben, on code, on teste, et si c'est bon, on accepte, et on recommence. On reprend les user stories, on code, on teste, on accepte, et on continue jusqu'au sprint final. Et souvent, le sprint final, c'est quand vous avez fini de développer l'application. C'est rare qu'on trouve les sprints finales en fait, vraiment. Le sprint final, c'est très très rare qu'on le trouve. Après, quand on parle de sprint final, souvent, c'est par exemple, vous allez vous dire, bon, ok, c'est parti, vous allez développer vraiment un très 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 gros truc, une grosse fonctionnalité. Qu'est-ce que je pourrais trouver de grosses fonctionnalités? Facebook un jour s'est dit, je vais développer une application qui permet de partager des photos entre elles. Un réseau social de photos que tout le monde connaît maintenant et qu'Etam doit être le plus grand utilisateur au monde, c'est Instagram. Et bah, en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est que, ok, c'est parti. Et en fait, là, ils vont découper un peu. Ils vont découper encore en sous-projets, ce qu'on appelle ça. C'est comment stocker des photos. Déjà, ça, c'est un problème qui se pose. Et donc là, on va réfléchir. Comment les stocker, etc. Comment on peut faire? Est-ce que ça doit être accessible à tout le monde? Est-ce que si Pierre-Paul Jacques qui habite à La Loupe, que j'ai jamais vu, jamais rencontré de ma vie, je dois voir sa photo, etc. Et là, vous allez réduire vraiment vos fonctionnalités. Et là, vous pouvez avoir des sprints finaux sur des fonctionnalités. Mais le sprint final, vraiment sur une application, c'est rare qu'on le voit. Donc l'agilité, on pourrait résumer ça à ça. Ça va? Ouais? Il y a une interrogation écrite à la fin, je ne vous l'ai pas dit, mais... Par contre, pour les user stories, tu parlais de clients, mais c'est pas forcément que pour l'utilisateur, c'est aussi pour les membres de l'équipe en elle-même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, par exemple, sur les premiers sprints, tu peux avoir en tant que, je sais pas, sans vous dire une connerie, mais en tant que lead dev, je voudrais pouvoir suivre le travail de tout le monde afin de suivre l'évolution du projet en temps réel. Oui. Oui. Bah, ça, c'est un user story. C'est une user story. C'est pas obligé que ce soit que pour le client. Pour l'instant, j'ai pris simple, parce que tout ça, je le détaille après. Alors, si tu as lu mon PowerPoint, merci de ne pas me spoiler. Ok? Alors, on va parler de l'équipe Scrum, mais je pense que... Il est quelle heure? Il est 15h moins 5. Vous pouvez faire une pause? Ça va être encore long. Ah non, vous endormez pas, s'il vous plaît. Ah non, mais c'est 14h quoi. C'est moi je l'enregistre. Ok, donc il est 53. Ouais, il est 14h53. On se dit 15h10 ici. Grand maximum. À 10, là ou pas là, moi je rattaque.